Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour mon bilan lecture du mois d'août. Ça a été un mois plutôt riche en lecture, mais j'avoue, plutôt mitigé aussi, puisque je n'ai pas eu de coup de cœur cette fois-ci. Par contre, il y a quand même des pépites, mais surtout, j'ai quand même abandonné un livre. Bref, je vous présente tout ça. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous préciser que j'organise un atelier créatif de journaling au Mans dans le café librairie chez Cheshire le 4 et 5 octobre. Vous pouvez encore vous inscrire puisqu'il reste très peu de place, mais il en reste. Si vous souhaitez y participer, c'est tout simple, le lien est en description et dans le QR code juste ici, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Bref, j'ai hâte d'y être, mais il est temps surtout que je vous présente mes lectures du mois d'août. Et comme d'habitude, pour que vous puissiez mieux vous retrouver dans mes lectures, j'ai classé tout ça par genre et on commence tout d'abord avec les romances. Et dans le genre romance contemporaine New Adult, j'ai lu Smart Girls Never Fall in Love at University de Fanny Minjani aux éditions Hugo dans la collection Poche, et c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé. On est ici sur l'histoire de Gemma, une orpheline qui cherche à comprendre un petit peu plus ses origines, qui cherche à rencontrer en fait ses parents biologiques et qui du coup va profiter d'avoir une bourse universitaire pour aller effectuer un stage dans l'université de Columbia alors que jusqu'ici elle a fait toutes ses études à distance pour enquêter aussi un petit peu et essayer de tisser des liens avec ses parents biologiques, en particulier avec sa mère biologique. Et du coup, bon, ça part de là, sauf que au moment où elle arrive à Columbia, eh bien, elle échange malencontreusement son ordinateur avec Zach. J'avais déjà oublié son prénom, c'est fou. Mais Zach cache un lourd secret. Il a beau être le sportif populaire de l'université de Columbia, à qui tout réussit, il aime par-dessus tout faire des graphes, et en particulier dans des lieux où il n'est pas censé avoir accès. Ce qui est totalement illégal, et toutes les preuves sont dans son ordinateur. Donc lui, il craint au plus haut point que son ordinateur qui a été échangé par inadvertance passe entre les mains de quelqu'un qui réussira à l'ouvrir, à décoder son mot de passe, et surtout à trouver toutes ces preuves-là, et voilà, enfin, que ça va être découvert, qu'il va finir en prison, etc. Bref, c'est sa plus grosse crainte. Sauf que Gemma, elle aussi, craint beaucoup de choses, puisque son ordinateur, c'est tout ce qu'elle a, c'est toutes les recherches qu'elle a effectuées jusqu'ici pour retrouver sa mère biologique, donc c'est vraiment extrêmement important pour elle. Elle va partir à la recherche de cette personne qui a dérobé son ordinateur, et surtout au-delà de ça, eh bien, il y a toute cette découverte de l'université de Columbia qui a lieu aussi, et c'est franchement très intéressant. On a toute une relation qui se tisse entre Zach et Gemma aussi, et très rapidement mine de rien. Et surtout, ce qui est très intéressant ici, c'est de découvrir ces personnages un peu plus en profondeur, de comprendre leurs ambitions, leurs motivations profondes, etc. Et en fait, ils se livrent très facilement l'un à l'autre, alors que c'est des choses qu'ils cachent beaucoup à d'autres personnes. Bref, c'est une histoire que j'ai vraiment bien aimée. On est ici sur une romance psychologique, donc la psychologie des personnages a de l'importance, mais je m'attendais à ce que ce soit encore plus présent que ça, j'avoue. J'aurais aimé que ce soit un peu plus difficile par moment. Je trouve qu'il y a beaucoup de facilité dans ce scénario et vraiment ça a ce côté très romance plus que drame, comme je peux avoir l'habitude d'en lire, parce que on a vraiment ce côté hyper positif. Bon, certes, tout finit bien, c'est le propre d'une romance, mais j'aurais aimé plus d'enjeux en fait, voilà, j'aurais aimé des rebondissements plus forts, des enjeux plus importants. C'est clairement un peu tout beau tout rose, mais pour autant, eh bien, j'ai passé un très bon moment de lecture, et c'est vrai que voilà, on a une fin un petit peu mielleuse, et c'est pas forcément le genre de fin que je préfère avoir, mais bon, ça passe bien avec l'histoire et comment elle a été construite du début à la fin. En tout cas, j'ai bien apprécié le côté créatif qui s'en dégage autour de Zach surtout, la quête identitaire aussi que l'on retrouve, enfin, vraiment c'était très intéressant, et mine de rien, eh bien l'intégration universitaire est plutôt chouette puisque ça change un petit peu de ce que l'on peut retrouver habituellement. On est un petit peu moins sur des soirées à gogo, etc. et beaucoup plus le quotidien de l'université, la découverte de l'université en elle-même, etc. Le côté colocataire est aussi très présent, et vraiment ça m'a beaucoup plu. Alors bien évidemment, si c'est un récit qui vous intéresse, eh bien je vous invite à le découvrir à votre tour. D'ailleurs, il existe aussi en livre audio si ça peut vous intéresser, et peut-être que vous l'aviez déjà lu auparavant puisque l'autrice l'avait auto-édité sous le nom Au-delà de nos murs, donc dites-moi tout en commentaire. Ensuite, j'ai découvert Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble aux éditions Hugo également, cette fois-ci en grand format dans la collection New Romance, et en fait ça a été du coup une chouette lecture, un tome 4 de la saga Seasons qui a été plutôt en dents de scie. C'était pas forcément la saga que j'ai préférée de l'autrice, et puis vous le savez, j'ai toujours un peu de mal avec les Morgane Moncomble, je trouve qu'il manque de profondeur, d'attachement au personnage, etc. Bon, on a encore un peu de tout ça. Je n'aurai jamais un coup de cœur pour un livre de Morgane Moncomble, je crois bien, parce que je suis trop difficile avec ses écrits, mais c'était quand même vraiment super chouette.
On est encore une fois sur une romance psychologique. Ici, on va suivre Jasmine qui passe sa vie à organiser les mariages des autres jusqu'au jour où elle organise le mariage de ses meilleurs amis. Mais en fait, eux ne s'arrêtent pas là puisqu'ils en font vraiment tout un voyage en fait de mariage. Au lieu de partir en lune de miel seul, ils partent en lune de miel avec leurs amis. Ok, c'est un concept, mais pourquoi pas. Et en fait, eh bien, Jasmine, elle se retrouve à devoir passer ce mariage avec son ex. Et du coup, au dernier moment, juste avant le mariage, elle tombe sur un des invités, elle lui demande de l'aide pour faire en sorte d'être son faux petit ami pour le mariage parce que la personne qu'elle a embauchée pour ça lui a mis un lapin. Et du coup, en fait, il s'avère que la personne à qui elle demande de l'aide connaît très très bien les mariés et se retrouve aussi avec elle pendant cette fameuse lune de miel un peu spéciale. Jasmine va donc passer beaucoup de temps avec son ex, mais surtout, on va apprendre beaucoup de choses sur leur relation, sur le pourquoi du comment cette relation s'est terminée, et en même temps, c'est un petit peu la question de la seconde chance. Est-ce qu'elle est prête ou non à lui donner une seconde chance? Vous laisse découvrir ça par vous-même bien sûr, mais il y a plein de choses qui sont abordées autour de ça, autour de l'amitié aussi, autour de la confiance que l'on peut donner aux autres, et surtout, moi ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre, c'est la question de la parentalité, du désir de parentalité ou du désir de grossesse qui est abordé ici. Jasmine ne se retrouve pas forcément dans les codes de la société et du coup forcément, eh bien ça amène à des discussions qu'elle aurait bien voulu éviter, mais qui l'amènent aussi à devoir affirmer ses propres convictions, ses propres choix, etc. Et c'est quelque chose qui peut parfois être un petit peu houleux et qui est très très bien abordé ici, je trouve. Bref, j'ai adoré cette question-là dans ce livre. Peut-être aussi parce que je me retrouve un petit peu dans les propos de Jasmine et dans sa manière de voir les choses. En tout cas, ça a été une excellente lecture, c'était parfait de les lire en plein été puisqu'ils nous emportent dans l'Italie, la Sicile, la chaleur, bref, c'était juste idéal pour ça. Et surtout, eh bien, j'ai bien aimé le dénouement de cette histoire qui finalement n'est peut-être pas celui qu'on pourrait attendre en commençant le livre, en lisant les tropes qu'on nous suggère, etc. Mais d'un autre côté, c'est très difficile de vous en parler autrement parce que ce serait clairement du spoil, mais c'est vraiment le dénouement que j'attendais. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc vraiment une superbe lecture, je trouve. Attention, qui est quand même pour un public averti. Alors, pas forcément pour les scènes explicites, mais plus pour les sujets abordés. N'hésitez pas, si jamais vous avez besoin de la liste des trigger warnings, je pourrais vous la fournir. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir me voir en DM. Ensuite, j'ai lu le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, paru aux éditions HarperCollins, et qui clairement m'a vraiment déçue. J'attendais beaucoup de ce livre dans lequel on va suivre Jenny qui reprend le Pumpkin Spice Café de la part de sa tante qui quitte Dream Harbor pour réaliser ses rêves, voilà. Et du coup, Jenny s'installe là-bas, reprend ce café, etc. et va faire la connaissance des habitants de Dream Harbor, clairement une petite ville très cosy où tout le monde se connaît et où tout le monde se mêle un petit peu des affaires des autres, soyons honnêtes. Mais surtout, Jenny entend des bruits bizarres, il se passe des choses pas normales en fait dans son café et là où elle habite, du coup, forcément elle s'inquiète et elle commence un petit peu à en parler lors d'une réunion de village pour justement faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et savoir comment on pourrait résoudre ce problème. Sauf que c'est le moment où Logan, en tant qu'agriculteur et surtout grand sauveur, va venir l'aider. Bref, ils se rencontrent ainsi. On est clairement sur une romance dans un contexte hyper cosy. C'est un livre absolument parfait, en somme, pour l'automne, pour le côté cosy, cocooning, etc. si c'est ce que vous recherchez. Et c'est vraiment en soi ce que je recherchais quand j'ai lu ce livre. Mais honnêtement, c'est méchant ce que je vais dire, mais j'ai trouvé ça plutôt plat. J'ai trouvé que ça manquait de profondeur, que ce soit dans la romance en elle-même ou même dans l'univers, dans l'histoire. Bref, je trouvais que ça restait plutôt neutre, plutôt plat. Là, on rentrait pas assez en profondeur et c'était pas aussi intense que ce que je recherchais. Alors oui, bien sûr, on est sur un roman feel good et on n'attend pas non plus énormément de péripéties dans ce genre de roman, mais j'aurais aimé m'attacher plus aux personnages, ressentir un peu mieux leurs émotions, et vraiment, c'est un petit peu dommage. Je pense que ça vient surtout du fait que ce livre ne fait que 300 pages, voilà. Autant dire que moi, comme je l'ai lu en livre audio, eh bien, je ne savais pas vraiment la longueur du livre. Bon, j'aurais pu m'en douter vu la longueur du livre audio, honnêtement, mais je m'attendais pas à ça, et je me suis lancée dedans vraiment tête perdue, et finalement, c'est vrai que quand j'entame un livre qui est aussi court, en général, je sais que ça pourra pas être aussi approfondi qu'un livre de 1000 pages, c'est impossible en soi, quand on a 3 fois moins de pages pour en faire un livre aussi approfondi. Ça veut pas dire qu'il sera nul, ça veut pas dire que je passerai un mauvais moment, mais je sais à quoi m'attendre, et du coup ça me permet d'être dans un état d'esprit qui est là pour aussi juger le livre en fonction de ce qu'on pourrait en attendre. C'est comme reprocher à un livre de jeunesse d'être trop jeunesse par exemple, ça n'aurait aucun sens, on
sait qu'on va lire un jeunesse. Mais du coup, j'avais pas cet état d'esprit en tête. Je savais pas ça et je m'attendais à quelque chose de plus profond, surtout qu'il était hyper attendu par tout Booksta et je pense qu'il l'est toujours honnêtement, même s'il commence à être détraîné par d'autres livres d'automne qui aussi font leur apparition sur les étals de librairie. Mais vraiment, plutôt déçue de celui-ci, j'en attendais beaucoup. J'avais vraiment envie de rentrer dans la vibe automnale avec. Mais écoutez, j'ai passé ma meilleure journée à préparer des bougies tranquillement en écoutant mon livre audio. Honnêtement, il m'a fait un jour. Hein. Voilà, c'est pour dire, il est quand même plutôt court. Bon, après, si cette romance small town, hyper cosy et Grumpy Sunshine vous tente, n'hésitez pas à lui donner une chance, bien sûr. Il est disponible en livre audio sur toutes les plateformes. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter le partenaire de cette vidéo, Nextory, avec qui je collabore depuis un bon moment maintenant. Nextory, c'est une application de lecture disponible sur téléphone et tablette sur laquelle vous allez pouvoir retrouver de nombreux livres, que ce soit des e-books, des livres audio, des BD, de la presse, des podcasts, bref, vous avez l'embarras du choix. Personnellement, je l'utilise principalement pour écouter des livres audio et vraiment, j'en dévore, que ce soit lorsque je m'occupe de mon appartement, lorsque je vais me balader, lorsque je fais du sport, lorsque je travaille aussi sur la boutique surtout. Bref, il y a tout plein d'occasions pour écouter des livres audio. Et ce que j'aime beaucoup avec le fonctionnement de cette plateforme, c'est qu'on est ici sur un temps dédié à la lecture. Vous avez du coup avec votre abonnement accès à la lecture en illimité et pour l'écoute de livres audio, vous avez un certain nombre d'heures par abonnement en fonction de celui que vous choisissez bien sûr. Et ça me permet de faire de la lecture hybride, ce que j'aime beaucoup, écouter quelques heures de livres audio puis alterner après le soir avec ma lecture papier ou sur liseuse suivant ce que j'ai et ça me permet d'avancer dans ma lecture comme ça tout au long de la journée sous plusieurs formats en fonction de ce que je suis en train de faire et de ce qui est le plus propice sur le moment T et vraiment c'est super pratique pour moi. Bref, je vous conseille vivement de découvrir tout ça à votre tour si ça vous intéresse et pour cela avec mon lien affilié qui s'affiche dans le QR code juste ici et en description, vous avez 45 jours d'essai gratuit dont 15 heures d'écoute de livres audio pour découvrir l'entièreté de l'application. N'hésitez pas à le faire et surtout à m'en faire un retour. C'est gratuit, c'est sans engagement et vraiment ça vous permet juste de découvrir si c'est un format qui pourrait autant vous convenir qu'à moi. Bref. Si vous le faites, je vous en remercie sincèrement puisque je touche une commission lorsque vous utilisez ce lien pour une période d'essai gratuite et clairement ça soutient énormément la chaîne. Je continue avec une saga que j'ai terminée et qui est aussi disponible en livre audio ma foi puisque j'ai lu le deuxième tome de Campus Diaries de Elle Kennedy, du coup The Dixon Rule, qui est du coup, attendez, qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village, le spin-off de la saga Briar University qui est elle-même le spin-off de la saga Off Campus. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu toutes les sagas précédentes pour lire celle-ci. Vous pouvez tout à fait commencer par Campus Diaries, même si, voilà, on retrouve un petit peu des personnages, des liens entre eux, bref, il y a des choses communes. Mais surtout, sachez que chaque tome est indépendant en plus de ça. Il y a juste une histoire qui vous tente parmi tous les livres de ces sagas, vous pouvez tout à fait le lire séparément. Il y aura peut-être des liens avec les personnages que vous comprendrez un peu moins d'attachement pour certains d'entre eux, mais ça vous empêchera pas de suivre l'entièreté de l'histoire et de l'apprécier. Par contre, soyons honnêtes, Elle Kennedy écrit des romans très explicités, en particulier pour ces sagas-là. Donc ce n'est clairement pas des livres à mettre entre les mains de tout le monde. Pour la petite histoire, ici on est sur 2 silhouettes sur 3. Et je vous spoil tout de suite, mais le dernier c'est 3 silhouettes sur 3. Hyper explicite. Ce deuxième tome se passe en plein été, ce qui change beaucoup pour une romance universitaire parce que du coup, il n'y a pas de cours et on est clairement sur cet entre-deux cours où les sportifs de l'université vont se consacrer à d'autres choses. Et ici, Diana, elle prépare pendant son été plein de choses. Il faut qu'elle maintienne son niveau de cheerleading, mais en plus de ça, eh bien, elle enseigne tout ça à des jeunes filles et surtout, elle prépare une compétition de danse de salon. Bref, elle a du pain sur la planche. Sauf que elle vient de se séparer de son ex et ça se passe pas très bien. Lui était violent envers elle, en tout cas il l'a jamais vraiment été quand ils étaient en couple, mais elle sentait voilà qu'il était un peu sur le fil rouge par moment, que clairement c'est quelque chose qui pouvait arriver. Elle a préféré mettre un terme à cette relation avant que ça dégénère, sauf que eh bien ça va envenimer les choses, ça va l'énerver encore plus et du coup autant dire que c'est très compliqué de ce côté-là. Mais surtout, eh bien, Diana, elle vit dans une résidence un peu privilégiée, elle n'est clairement pas dans le campus universitaire directement, et en fait, eh bien, il s'avère qu'il y a Shane Winley, mais il s'avère que Shane Linley, le coureur de jupons de l'équipe de hockey, va emménager juste à côté de chez elle. Mais quand je dis juste à côté de chez elle, c'est l'appartement à côté, quoi, vraiment sur son palier. Donc, autant dire que c'est très compliqué parce que Diana a beaucoup de préjugés envers Shane et surtout, elle le déteste pour une chose, il a tendance à déconcentrer fortement ses cheerleaders et du coup, c'est un
petit peu ce qu'elle lui reproche quoi. Sauf que Chen, lui, il en a clairement marre des coups d'un soir. Il veut une relation stable et il s'avère qu'il est plutôt intéressé par Diana. Mais les choses dégénèrent le jour où il se rend compte que Diana est dans une situation très compliquée avec son ex et où ils vont passer un pacte pour qu'il se fasse passer pour son petit ami. Donc on est clairement sur du fake dating et dans le but bien sûr de repousser cet ex de Diana, lui faire comprendre que c'est bon, elle passe à autre chose et surtout d'être présent pour elle, pour la soutenir, la protéger si besoin. Ça arrange très bien Shane parce que lui aussi veut faire croire à son ex qu'il est vraiment passé à autre chose alors que clairement c'était pas tout à fait de gagner. Bref, une histoire que j'aime beaucoup, une histoire qui a été très fun à lire, très chouette à suivre, qui soulève de nombreux questionnements, surtout autour des violences, autour de la dénonciation de celle-ci. Même si c'est pas le cœur du sujet, c'est quand même présent et vraiment j'ai trouvé ça super chouette. On est clairement sur une romance hyper green flag, des personnages très attachants, je les ai adorés dans cette romance et ouais, on a une relation qui se construit au fur et à mesure comme Elle Kennedy sait si bien le faire. Alors bien sûr, c'est explicite, mais il y a tellement plus autour, il y a tellement de sentiments qui se tissent progressivement, un attachement au personnage qui se développe, bref, c'était trop chouette. Et puis j'avoue que dans cette saga Campus Diaries en particulier, l'autrice développe de nombreux personnages plus d'actualité, plus féministes, plus ancrés aussi, un peu plus profonds. On n'est pas seulement sur de la romance universitaire un petit peu fun, et il y a beaucoup plus que ça, et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup dans ses livres. Et au-delà de ça, il y a certaines choses qui sont abordées, surtout autour de Shane, son envie d'indépendance, la relation avec sa famille, etc. Bref. Elle a creusé de nombreuses choses que je vous laisse découvrir bien sûr à votre tour si ça vous intéresse, mais vraiment j'ai passé un super moment de lecture et je ne peux que vous le recommander. J'ai bien sûr enchaîné avec le tome 3, The Charlie Method, qui est nettement plus explicite mais surtout qui va représenter une relation que l'on n'a pas l'habitude de voir, puisqu'ici on va suivre Charlotte, qui est clairement la fille de sororité absolument parfaite sur tout rapport, l'élève modèle, sauf qu'une fois la nuit tombée, eh bien elle a bien envie de s'amuser. Jusqu'au jour où elle va tomber sur le profil en ligne de Will et Beckett. Et si vous avez lu les tomes précédents, vous le savez, sinon je vous le dis, Will et Beckett aiment bien s'amuser dans des plans à trois. Et du coup, Charlotte va les contacter, il va se passer des choses entre eux, au fur et à mesure, une relation va se tisser. Bien sûr, on est sur une romance, on s'en doute, mais surtout, on est sur une représentation d'un trouble qui est relativement peu présent dans les romances, et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien amené. Alors, c'est hyper explicite, on aurait pu enlever quelques scènes et développer quelques petites choses sur les personnages au passage, même si, voilà, les personnages sont creusés, il y a quand même des choses qui sont développées, c'est des personnages qui vivent aussi des situations qui sont moins difficiles, entre gros guillemets, parce que c'est difficile de comparer tout ça, que d'autres personnages de cette saga, et du coup, forcément, l'autrice a un petit peu moins creusé certaines choses, mais ça aurait pu l'être, mais vraiment, j'ai bien aimé cette lecture, je m'attendais pas, mais j'ai passé un super moment de lecture, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir une représentation de l'amour différente et surtout, eh bien en fait, Charlotte est hyper attachante. Bon, c'est pas la seule à l'être, on a déjà dès le tome 2 du coup, les questionnements de Will qui sont plutôt présents et franchement, c'est quelque chose qui se répercute encore sur ce tome-là, beaucoup de questionnements sur ses choix, sur ses envies et clairement c'est super intéressant de la voir et de voir qu'en fait, bah finalement, c'est possible aussi de s'assumer tel qu'on est, d'assumer les envies qu'on peut avoir sans jugement et franchement, c'était très chouette. Mais encore une fois, un livre à ne pas mettre entre les mains de tous. Et avec tout ce que je vous dis là, vous allez vous dire, mais alors pourquoi t'as abandonné Not in Love et pourquoi tu le reproches d'être trop explicite alors que clairement vous avez compris que je peux avoir quand même d'excellentes lectures pour des livres qui sont vraiment très explicites au passage. Eh bien c'est tout simplement parce qu'ici, j'ai pas ressenti l'émotion, les sentiments des personnages. Et pour moi, c'est ce qui fait toute la différence dans une romance. Ici, on va suivre Rue, qui travaille dans une entreprise de biotechnologie, Klein, où elle vit clairement un rêve éveillé. Elle est libre de faire les recherches qu'elle souhaite, etc. Tout se passe super bien. En plus, elle travaille avec des personnes qu'elle considère comme étant ses meilleures amies. Bref, c'est absolument parfait pour elle jusqu'au moment où l'entreprise se fait racheter et ça l'amène à devoir passer du temps avec Ellie Kilgore, qui va un petit peu enquêter sur l'entreprise en elle-même pour s'assurer que les employés soient fiables, etc. Bref, qu'ils ne sont pas en train de faire un faux pas lors de ce rachat. Sauf que juste avant qu'elle apprenne le rachat de la société, eh bien, elle s'avère qu'elle a passé une soirée avec Ellie Kilgore. Une soirée qui était censée être un coup d'un soir, mais qui s'est avérée être une simple discussion. Mais ça ne s'arrête pas là.
En fait, il y a vraiment une attirance entre ces deux personnes, mais au-delà de ça, c'est des personnes qui sont un peu blessées par la vie, qui ont besoin de se rattacher à certaines choses parce qu'elles ont des craintes, des souffrances en fait du passé, que ce soit de la peur de l'abandon, de la peur de manquer aussi. Bref, c'est très présent chez elles et elles sont encore en reconstruction quand bien même ce soit des adultes. Donc en fait, on a vraiment deux personnages, Rue et Ellie, qui sont tous les deux en pleine reconstruction, en plein apprentissage d'eux-mêmes, et qui vont se retrouver vraiment dans un aspect très charnel de leur relation, et qui pour autant ne développent pas de sentiments tels qu'on pourrait s'attendre à en retrouver dans une romance. Alors, l'autrice nous prévient de tout ça. Elle nous fait un disclaimer dans lequel elle nous dit que Rue et Ellie ont connu une enfance difficile, le deuil, l'insécurité alimentaire, les épreuves dont ils ont souffert et dont ils souffrent encore. Ils aimeraient apprendre à se connaître mais ne savent pas trop comment s'y prendre autrement qu'à travers une relation physique. C'est pourquoi ce roman tient plus de la romance érotique que de la comédie romantique, malgré ces précisions, malgré ce disclaimer, j'ai pas su prendre ce livre tel qu'il était et au bout d'un moment, je crois bien que j'y suis allée jusqu'à la moitié, j'en avais trop, ça passait pas avec moi, ça passait pas avec ce que j'aime retrouver dans une romance, c'était pas comme je le souhaitais, alors que le contexte scientifique de rachat de l'entreprise, une entreprise uniquement gérée par des femmes, rachetée par des hommes en plus de ça, donc il y a toute cette question de la place des femmes dans le milieu scientifique et vraiment qui est super intéressante, d'autant plus qu'on apprend des choses sur la création de l'entreprise, pourquoi elle a été créée, etc. Il y a toute cette question aussi du savoir, de la connaissance, des brevets, etc. et comment ça peut fonctionner en sciences. Bref, j'ai trouvé ça super chouette et c'est vraiment dans la continuité des autres romans de l'autrice, mais malheureusement, eh bien, le côté relationnel n'est pas passé avec moi et j'ai pas pu aller au bout de celle-ci. Alors, je vous ai demandé de me spoiler et clairement, les retours que j'ai pu avoir de votre part m'ont bien fait comprendre que c'était peut-être pas un livre qui me conviendrait, en tout cas que la fin me plairait bien, mais que clairement c'est pas le livre avec lequel je passerai le meilleur moment de lecture. Donc écoutez, je l'ai mis de côté, il existe aussi en livre audio, donc pourquoi pas le continuer un jour si j'en ai l'envie, mais clairement, pour l'instant, ce sera sans moi. Je continue ensuite avec les romans fantasy, fantastiques, bref, un peu plus imaginaires, et dans ce genre-là, j'ai découvert Dragons et Sentiments de Stéphanie Burgis aux éditions Milady. On est ici sur une histoire qui se passe dans les années 1800, en pleine régence anglaise, où la société est conditionnée par le fait d'avoir des dragons. Et oui, des petits dragons d'animaux domestiques pour se pavaner en société. Et franchement, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment vu ailleurs. Et en même temps, qui fait beaucoup rappeler l'univers Bridgerton, Jane Austen, etc. Bref, on est clairement dans ce genre d'époque-là. Ici, on va suivre Elinor qui arrive à Hattergill Hall, qui est en fait une maison tenue par son oncle et sa tante, et où elle va y découvrir sa cousine exécrable, et en fait, si elle y arrive, c'est parce que ses parents sont décédés, et donc elle a été séparée de ses sœurs, vraiment dispatchée chacune un petit peu partout dans la famille, et quand elle arrive à Hattergill Hall, elle se rend compte que sa cousine, c'est clairement une peste qui ne se prend pas pour rien, voilà, et qui est exécrable avec son dragon, voilà. Du coup, Elinor, au bout d'un moment, va vouloir sauver ce dragon et fuir de là, et donc elle prend la fuite, sauf que rien ne se passe comme prévu, et il s'avère que le dragon en question a des pouvoirs magiques qui peuvent changer son apparence, et pour sauver sa mise, elle va changer son apparence, se faire passer pour la couturière de renom, bien sûr, embauchée pour les débuts de Pénélope en société. Pénélope étant la cousine d'Elinor. Et vraiment, j'ai trouvé ça mais tellement drôle. Ce côté faux semblant où elle se cache et où finalement, eh bien, elle est tout le temps un peu à marcher sur des œufs parce que c'est un petit peu compliqué, quoi, voilà. Et en même temps, cette question des dragons qui ont des pouvoirs magiques, qui sont un peu méconnus, que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les contes, etc., mais qui sont considérées comme étant fausses. Et en même temps, il y a des personnes qui font des recherches là-dessus, mais qui sont complètement à côté de la plaque. Bref, j'ai trouvé ça très fun, et puis cette ambiance de société, etc. J'aurais peut-être aimé que ce soit un petit peu plus punchy, un peu plus dynamique, et peut-être aussi un peu plus creusé par moments. Il y a des moments où ça va sembler un peu facile, un peu évident, où en fait je me suis dit mais comment elle arrive à se sortir de ça, clairement c'était pas gagné, mais en fait finalement c'est passé trop facilement, quoi. Bon, ça reste quand même un roman divertissant, je passe un bon moment, mais c'est pas celui qui me marquera le plus. En tout cas, si vous aimez ce côté régence anglaise et le côté fantastique avec des dragons, je pense que ça peut valoir le coup de le découvrir. Je continue avec une fantasy que j'ai
adoré. Il s'agit de L'ombre de la couronne, le premier tome de la saga Dominions de Abigail Owen, paru aux éditions Hugo Stardust et que j'ai lu en collaboration rémunérée avec la maison d'édition. Vous retrouverez bien sûr mon avis détaillé dans mon dernier vlog lecture et également un book trailer sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Je vais essayer d'aller très vite sur ce livre puisque je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans mon dernier vlog. Ici on suit Meren qui est une princesse. Une génération sur deux, il y a deux princesses qui naissent, des sœurs jumelles, sauf que l'une d'entre elles est cachée. Elle est complètement cachée aux yeux de la société et en fait elle vit dans l'ombre de sa sœur pour justement être sa doublure dans certains moments clés. Et juste avant le couronnement de sa sœur Tabra, Meren va se faire enlever et va découvrir de nombreuses choses concernant les Dominions, du coup qui sont des royaumes différents qui courent clairement à leur perte. Entre malédiction, prophétie, magie élémentaire, bref, il y a plein d'autres choses qui tournent autour de ça, qui gravitent dans ce monde et clairement qui ont fait que j'ai tellement aimé cette lecture. J'ai trouvé que c'était super bien amené, je me suis attachée de fou à Meren et surtout la fin est incroyable et m'a absolument donné envie de découvrir le tome suivant que je mets dans ma pile à lire d'automne. Bref, si vous voulez mon avis détaillé, mon ressenti au fur et à mesure de cette lecture, vous savez quoi faire et sur ce, eh bien on passe à la suite. Cette fois-ci dans un genre plus dystopique, eh bien j'ai lu L'épreuve, donc qui est le premier tome de la série Extramuros de Noémie Bourgois, qui est un livre auto-édité. Ici on est sur une histoire où le monde est divisé en deux zones protégées mais pas tout à fait de la même manière de la menace. Et en fait, je vais pas vous expliquer ce qu'est la menace parce que clairement c'est plutôt flou au début, mais voilà, c'est quelque chose qui est énormément craint. On a deux zones bien distinctes, le Vargas et le Tingas. Et autant dire que l'un est nettement plus riche que l'autre. Et on va suivre Anaëlle qui, elle, vit au Vargas et ne souhaite qu'une chose, rejoindre le Tingas, parce que quand on le rejoint, on peut être accompagné de quelqu'un. Et son père étant gravement malade, eh bien, elle espère pouvoir l'amener là-bas pour qu'il puisse avoir recours aux soins nécessaires pour aller mieux et être enfin guéri. Et surtout pour survivre, parce que clairement, là, il est au bord de la mort. Voilà. Pour rejoindre le Tingas, il y a clairement deux options. Première option, gagner la loterie. C'est clairement pas donné à tout le monde. Deuxième option, participer à l'épreuve, ce jeu organisé par le Spelen tous les mois pour avoir sa chance d'intégrer le Tingas. Mais attention, les jeux sont tous différents, certains peuvent être mortels et surtout il faut pouvoir y être sélectionné, ce qui n'est clairement pas donné à tout le monde. Déjà la sélection ne commence qu'à partir de la majorité, mais en plus de ça, et bien une fois qu'on est sélectionné, si on rate, il faut attendre encore des années pour y reparticiper. Anaëlle s'est préparée depuis toujours à participer à l'épreuve, mais ce qu'elle ne s'attend pas, c'est à ce que le gouvernement se mette en travers de son chemin. Bref, une histoire que j'ai tellement aimée, qui est hyper prenante, qui est captivante, qui est vraiment dans cette vibe de dystopie young adulte. J'ai trouvé que c'était super bien amené. On remet en question le gouvernement ici, bien sûr, on remet en question certains choix et surtout Anaëlle est amenée à prendre certains risques très importants. Bref, c'est difficile de vous en parler sans trop vous en dire, mais il y a aussi cette question de l'amitié qui est très forte ici puisque le meilleur ami d'Anaëlle est très présent dans cette histoire. Et bref, j'ai adoré ce roman, je m'étais prise au jeu dans ma lecture et j'ai vraiment aimé. Et encore une fois, vous le savez, je suis très réceptive à la plume de Noémie Bourgois, donc vraiment, eh bien, j'en étais quasiment sûre que ça allait être un sans faute et on y est presque, on frôle le coup de cœur avec cette lecture et vraiment, eh bien, j'espère que j'aimerais tout autant, voire plus encore, la suite puisque j'ai très envie de découvrir le tome 2, La menace. Et pour finir ce bilan lecture, je vous présente une lecture que j'ai entamée au cours du mois d'août mais que je n'ai pas terminée. Il s'agit de Darkly de Marie Chapels aux éditions Élégie, qui est un livre que j'ai commencé à lire dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec les éditions Élégie à destination de leurs propres réseaux sociaux et heureusement pour moi, les contenus que j'avais à produire ne nécessitaient pas de partager mon avis sur ce livre parce que, eh bien, c'est pas que je l'aime pas, du tout, hein, mais vraiment pas, mais c'est juste que quand je l'ai commencé, j'étais pas du tout dans un mood de lecture. En fait, j'étais clairement en pleine vacances et je n'ai absolument pas lu du tout pendant cette période-là, ce qui a été très compliqué et surtout, eh bien, une fois que j'ai repris, j'avais beaucoup d'autres choses à lire et surtout, L'ombre de la couronne que je devais absolument lire pour partager mon avis dans le cadre de la collaboration et donc en fait, je l'ai mis de côté, mais j'aimerais beaucoup y revenir parce que il est hyper intéressant. Ici, on va suivre Arcadia qui va participer à une offre d'emploi de stage de la part de la fondation Veda puisque l'offre d'emploi est la suivante. La fondation Louisiana Veda recherche 7 lycéens pour son tout premier stage d'été. Une rémunération de 2000 pounds par semaine pour des tâches suivantes. Organisation du bureau, gestion des réseaux, saisie de données. Pour postuler, merci de répondre à cette question. Pourquoi serais-tu capable de tuer? Les candidatures doivent être soumises avant le 15 mars, 3h du mat. Bref, autant dire que ça annonce un peu la... On va suivre Arcadia qui va
postulé pour cela, mais surtout, eh bien, en fait, derrière ça se cache bien autre chose, puisque Louisiana Veda, eh bien, c'est l'organisatrice, la fondatrice de tout un univers de jeux de société qui, ma foi, s'imprègne aussi bien dans le réel. Et en fait, elle vient de décéder et c'est clairement le dernier jeu qu'elle va pouvoir mettre en place. Bref, Arcadia va être sélectionnée un petit peu malgré elle pour tester la dernière création de Louisiana Veda en débarquant sur une île en compagnie de 6 autres joueurs. On est clairement sur un escape game grandeur nature avec de nombreux mystères, secrets, enquêtes et c'est franchement hyper intéressant. Au-delà de ça, on va aller sur quelque chose qui se rapproche encore plus d'un thriller psychologique. Bref, un livre qui ma foi est franchement plutôt chouette. Je suis très contente de le lire, mais juste j'aurais aimé le terminer au mois d'août, c'est pas grave, ce sera pour le mois de septembre. Voilà donc pour mon bilan lecture du mois d'août. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à partager la vidéo, à la booster aussi, c'est une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais bien évidemment de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt, ciao!